Chers téléspectateurs, bonjour et merci de rejoindre la télévision républicaine. Question de santé à parler ce soir d'un sujet très intéressant. Nous allons parler de la fièvre typhoïde. C'est quoi la fièvre typhoïde? Nous allons connaître beaucoup d'explications sur cette maladie qui dérange beaucoup de Kinois ici à Kinshasa. Je ne suis pas seule ce soir, je suis accompagnée d'un médecin. Lui, c'est un médecin généraliste, il s'appelle Dr Patrick Mogo. Bonjour docteur. Bonjour Madame la journaliste. Oui, docteur, c'est quoi la fièvre typhoïde? Merci pour la question. En fait, je voudrais dire d'emblée que la fièvre typhoïde fait partie des maladies caractéristiques des pays en développement, c'est-à-dire des pays où la population apprend l'hygiène individuelle et aussi communautaire. Et par rapport à ça, nous pouvons dire que la fièvre typhoïde est une maladie fébrile, c'est-à-dire qui donne la fièvre chez des personnes avec une hygiène alimentaire et communautaire défectueuse. En d'autres termes, nous pouvons dire que la fièvre typhoïde, c'est une maladie qui se manifeste chez des personnes qui n'ont pas une bonne hygiène, qui ne prennent pas soin de leurs aliments ainsi que de leur milieu. Et cette maladie-là se caractérise par la fièvre. Et non seulement par la fièvre, mais aussi par des manifestations en rapport avec le trouble digestif. Donc, si je peux dire en d'autres termes, la fièvre typhoïde, c'est la maladie des mains sales? Évidemment, parce que d'après l'OMS, nous pouvons dire que la fièvre typhoïde fait partie des maladies des mains sales. Et quelles sont les causes de cette maladie? Merci Madame la journaliste. Nous pouvons dire que la fièvre typhoïde non seulement fait partie des maladies des mains sales, mais c'est une maladie infectieuse. Quand nous disons maladie infectieuse... Elle vient d'où d'abord? Oui, évidemment. Quand nous disons maladie infectieuse, c'est-à-dire causée par l'infection. Et l'infection, c'est lorsqu'il y a entrée d'un germe, d'un agent pathogène dans le corps humain qu'il y a manifestation de la maladie. Alors, en ce qui concerne la fièvre typhoïde, le germe en cause n'est rien d'autre qu'une bactérie. Et le nom de la bactérie, c'est le salmonella. Et il y a plusieurs types de salmonella. Il y a premièrement le salmonella typhi. Ainsi, nous avons le terme fièvre typhoïde ou bien la salmonellose. À part le salmonella typhi, nous avons le salmonella paratyphi. Il y en a plusieurs. Nous avons le salmonella paratyphi A, le salmonella paratyphi B et le salmonella paratyphi C. Donc, pour rechercher la cause de la fièvre typhoïde, c'est bel et bien le salmonella typhi. Et quelle est la différence entre les deux salmonella? Oui, la différence est purement... La particularité. Évidemment, la différence est purement paraclinique et aussi clinique. Mais nous avons constaté, d'après les études qui ont été réalisées dans le monde entier, que c'est plus le salmonella typhi qui engendre, qui conduit, ou bien qui est à la base de la maladie qu'on appelle la fièvre typhoïde. La différence n'est pas très significative, mais c'est seulement à la paraclinique que lorsque nous ferons les examens de laboratoire à l'aide d'un microscope, nous verrons effectivement la différence qu'il y a entre les deux. Mais dire une différence d'emblée d'une manière clinique, c'est-à-dire quand le malade vient avec quand le malade vient et que nous pensons qu'il souffre de la fièvre typhoïde, c'est généralement dû au salmonella typhi. Oui, docteur, quelle est la population cible à faire cette maladie? Oui, comme nous l'avons dit à titre introductif, que la fièvre typhoïde fait partie des maladies des mains sales. C'est-à-dire que la fièvre typhoïde se retrouve dans le milieu où l'hygiène est défectueuse. En d'autres termes, ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne hygiène individuelle qui font la fièvre typhoïde. Par exemple, des personnes qui ne se lavent pas les mains avant de manger ou des personnes qui ne se sont pas lavées après avoir été dans le lieu d'aisance. Quand je dis lieu d'aisance, c'est-à-dire les toilettes. Alors, des personnes qui ont cette hygiène défectueuse, ce sont des premières personnes qui arrivent à faire la fièvre typhoïde seulement si après
êtres dans ce milieu-là, ils arrivent à être en contact avec les aliments qu'ils mangent et que là, le microbe entre dans l'organisme et ils auront à faire la fièvre typhoïde. À part ces personnes-là, nous avons aussi des groupes de personnes qui se trouvent dans la promiscuité. La promiscuité, c'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Prenons le cas d'une chambre à coucher de 3 mètres sur 3, c'est-à-dire 9 mètres carrés. Et dans cette chambre à coucher, normalement, nous pouvons dire qu'il peut y avoir au plus 2 personnes. 2 personnes peuvent occuper cette chambre-là. Mais si, dans des conditions ou bien dans des pays en développement comme le nôtre, nous constatons qu'au lieu d'avoir 2 personnes, nous en avons plus. Par exemple, 3, 4, 5, voire même 6 personnes. Ça vous étonnera, mais c'est ce que nous rencontrons dans nos cités. Alors, des personnes qui vivent dans des milieux pareils, c'est-à-dire 6 personnes dans une chambre de 9 mètres carrés et chacun avec ses biens, c'est-à-dire son accoutrement, bon, pas son accoutrement, mais je voudrais dire plus ses habitudes alimentaires personnelles, et ils n'ont pas assez d'espace pour prendre soin de chacun. Et non seulement ça, les populations qui peuvent aussi faire la fièvre typhoïde, ce sont la population cible, ce sont des personnes qui arrivent à manger, par exemple, manger les aliments qui ne sont pas bien cuits, et aussi des aliments qui sont cuits mais exposés à la saleté. À la saleté, bien sûr, à la saleté, comme qui dirait ce qu'on vend dans nos avenues. Exposés à même le sol, on peut dire des aliments exposés à même le sol. Non seulement exposés à même le sol, mais exposés aussi dans des endroits, dans des milieux qui sont malsains. C'est-à-dire où il y a la poubelle, où il y a les crasses, où il y a les eaux stagnantes et tout ça avec... Les immondices. Les immondices, évidemment, aussi. Où il y a carence en eau, parce qu'il y a aussi la pénurie en eau pour une population qui vit dans un milieu pauvre en eau. C'est aussi une population cible à faire la fièvre typhoïde. Oui, docteur, est-ce que nous pouvons dire que les enfants sont les personnes les plus vulnérables à la fièvre typhoïde? Oui, les enfants déjà d'emblée, d'eux-mêmes tels qu'ils sont là, ils n'ont pas encore, d'une manière générale, acquis une immunité personnelle. C'est-à-dire que l'enfant déjà lui-même, c'est une personne vulnérable par rapport à beaucoup de maladies. Et les enfants plus ciblés, ce sont les enfants de moins de 6 ans. Moins de 6 ans qui n'ont pas une immunité efficace par rapport à une maladie en général. Alors, par rapport maintenant à la fièvre typhoïde, effectivement, les enfants aussi sont les personnes les plus vulnérables parce que ce sont des gens qui n'ont pas encore appris à avoir une hygiène, c'est-à-dire à avoir une hygiène alimentaire saine, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ne savent pas quoi ils mangent, ce sont des personnes qui mangent ce qu'on leur propose. Alors si les personnes qui sont autour de ces enfants-là, c'est-à-dire les parents, les frères, les grands frères, les grandes sœurs, les frères aînés et tout ça, leurs encadreurs, si eux, ils n'ont pas une bonne hygiène du milieu et aussi ils n'ont pas une bonne hygiène individuelle, ce qu'ils auront à proposer à ces enfants-là, c'est ce que ces enfants-là vont prendre et par conséquent, ces enfants font partie bien sûr de la population la plus vulnérable pour faire la fièvre typhoïde. Oui, docteur, est-ce que nous pouvons dire que la fièvre typhoïde est une maladie contagieuse? Ça vous étonnera de dire que la fièvre typhoïde fait partie des maladies contagieuses. Ah bon? Oui. En effet, la fièvre typhoïde fait partie des maladies contagieuses. Mais la contagion dont nous parlons, c'est plutôt la transmission. C'est-à-dire, ce n'est pas comme dans d'autres maladies, prenons le cas du fléau actuel, qui se transmet. De la grippe? Non, je voulais plus parler du VIH, oui, sida. Oui. Voilà. Alors, lui, le virus, il se transmet, je ne parle pas de la fièvre typhoïde, mais le virus, le VIH-sida, il se transmet par la voie sanguine, la voie des rapports sexuels, et puis au travers des objets tranchants. Mais pour la fièvre typhoïde, c'est une maladie contagieuse, parce qu'elle a plusieurs modes de transmission. Nous avons d'abord le mode direct, c'est-à-dire qui se transmet entre les hommes, d'homme à homme. Et par rapport au mode direct qui se transmet d'homme à homme, nous pouvons parler d'abord premièrement d'un sous-point, le mode direct mais vertical.
c'est-à-dire qui concerne... Ah, docteur, vous êtes trop technique, hein, vous pouvez nous expliquer? Oui, quand nous disons d'homme à homme, mais vertical, c'est-à-dire ne concerne qu'une seule personne. C'est-à-dire cette personne-là a une hygiène, comme nous l'avons dit au début tantôt, une hygiène défectueuse. C'est-à-dire quand la personne va au lieu d'aisance, au lieu justement de se laver les mains, la personne ne se lave pas les mains et au sortir, il peut trouver un petit beignet, un petit pain, où il se met à table pour manger. Quand il ne se lave pas les mains pour manger, le fait d'avoir touché ce qu'il a pu toucher au lieu d'aisance et qu'il prenne le pain avec ses mains souillées, bien sûr, avec ses mains sales, mange, et déjà à partir de là, il ingère le germe, c'est-à-dire il ingère la bactérie, il ingère le salmonella dans son organisme. Alors là, c'est le mode de contamination directe verticale. De l'autre côté, nous avons le mode de contamination directe transversale. Transversale, c'est-à-dire entre deux personnes. Prenons le cas toujours d'une personne qui vient du lieu d'aisance. J'aimerais plus prendre ça parce que c'est ce qui se fait. C'est un cas fréquent? Oui, c'est vraiment un cas fréquent dans nos populations, à Kinshasa, où les gens ne sont pas... Non, pas la culture de se laver les mains après, oui, après avoir... Bien sûr, vous comprenez ce que je voulais dire. Alors voilà, alors quand ils viennent de ce lieu-là, ils se saluent. Ils se saluent en se tendant la main. Ils se saluent en se tendant la main. Et si lui, il a sur ses mains, entre ses mains, le germe, c'est-à-dire le salmonella, et qu'en saluant l'autre, il lui transmet ces germes-là, et que l'autre, lorsqu'il ira peut-être manger sans s'être lavé les mains au préalable, bien sûr, il reçoit, il se contamine, ou bien il a reçu le germe, et ce germe-là va entrer dans son organisme. Ça, c'est le mode de contamination directe. À part le mode de contamination direct, nous avons un autre mode de contamination, bien sûr, c'est indirect. Parce qu'à part le direct, il y a le indirect. Quand nous disons indirect, c'est-à-dire le mode de contamination se fait par le canal d'un vecteur. C'est-à-dire, à gauche, prenons à gauche, nous avons le germe, qui est le Salmonella typhi, et à droite, nous avons l'hôte, qui est l'homme. Et le germe sera pris par l'hôte, qui est l'homme, par le canal du vecteur. Le vecteur qui est le plus incriminé dans la fièvre typhoïde, il s'agit bel et bien des insectes. Et pas n'importe quel insecte, prenons le cas de la mouche et des cancrelats. Et les rats aussi? Bon, les rats c'est plus pour d'autres pathologies, parce que les études ont montré que les rats ne contribuaient que faiblement de la transmission, faiblement, voire même nullement, de la transmission de la fièvre typhoïde. Et les rats, c'est plus pour la peste et c'est plus pour autres pathologies. Mais ici, en ce qui concerne la fièvre typhoïde, le vecteur, ce sont les mouches et les cancrelats. C'est pourquoi je voudrais encore paraphraser, vous dire que dans les maladies des mains sales, pour le cas d'espèce de la fièvre typhoïde, c'est plus les mouches et les cancrelats qui constituent les vecteurs de la transmission de la maladie. Donc, pour boucler la boucle, nous pouvons dire que la fièvre typhoïde, c'est une maladie contagieuse qui peut passer d'homme à homme ou d'homme à homme, mais par le biais d'un germe, par le biais, d'un vecteur qui est la mouche, que sont les mouches, généralement. Oui, docteur, comment est-ce que le microbe pénètre dans le corps humain? Oui, c'est une très bonne question. Merci, madame la journaliste. Merci. Le microbe, il pénètre dans le corps humain, c'est-à-dire il vient d'un point A pour le point B. Le point B, c'est la bouche. Le microbe de la fièvre typhoïde pénètre dans l'organisme par la bouche. Uniquement par la bouche? Oui, effectivement, par la bouche. Il ne pénètre pas par le sang, il ne pénètre pas par le contact cutané, c'est-à-dire peau à peau, non. Il pénètre par la bouche. Alors, le germe, comme je venais de donner encore l'exemple, qui est plus fréquent, quelqu'un qui vient de par-ci par-là, il touche les excréments et tout ça, et qu'il ne se lave pas les mains après avoir ingéré, après avoir mangé le repas qui contient, ou bien qui contiendrait le germe. Le germe en cause, c'est-à-dire le salmonella, entre dans l'organisme par la bouche. Quand il entre dans la bouche, il traverse, excusez-moi un peu, je vais dire un peu d'anatomie, il traverse l'œsophage.
à partir de l'œsophage, il descend jusqu'au niveau de l'estomac. L'estomac, lui, il contient des enzymes qui contribuent à la digestion, c'est-à-dire ce sont des substances qui arrivent à dégrader déjà à partir de l'estomac les aliments que nous ingérons. Il se peut que la personne qui a été contaminée ou qui est contaminée ou qui a avalé les aliments contenant le germe et que ces germes-là sont en faible quantité. Déjà à partir de l'estomac, ces germes-là seront détruits. Mais si la personne a accumulé ou bien a ingéré les aliments contenant une grande quantité de germes, ou peut-être, ou soit, il a pris les aliments fréquents, c'est-à-dire il prend des aliments régulièrement qui contiennent des germes, ces germes-là, arrivés au niveau de l'estomac, ils ne seront détruits que peu, faiblement. Ainsi, les germes résistants vont descendre au niveau de l'intestin grêle, faire leur contour, et au niveau de l'intestin grêle, ils vont plus se déposer au niveau de la partie terminale de l'intestin grêle que nous appelons l'iléon. C'est l'iléon. Alors, certains se fixent au niveau de l'iléon, les autres font leur contour passant par le côlon ascendant, transverse, descendant, le cécum, vers l'anus. Et certains germes sortent par l'anus et le cycle continue comme nous l'avons dit. Mais pour qu'il y ait maintenant manifestation de la maladie, parce que vous m'avez posé la question de savoir comment est-ce que le germe entre et arrive à donner les signes de la maladie. Alors, lorsque le germe arrive au niveau de l'iléon terminal, le germe, il se fixe là, il pénètre, il traverse la couche de l'intestin, arrive au niveau de ce qu'on appelle les ganglions mésentériques. Ce ne sont rien d'autre que les substances qui protègent l'intestin à cet endroit-là. Alors quand le germe arrive là, il libère ce qu'on appelle la toxine, c'est-à-dire le poison. On peut dire ça par rapport à ces termes-là. Le germe libère le poison arrive au niveau des intestins. Oui, nous sommes déjà dans l'intestin, arrive au niveau des ganglions mésentériques, traverse les ganglions mésentériques, arrive au niveau des plaques des Peyer, c'est un peu anatomie, mais souffrez un peu. Oui, et prennent le torrent sanguin. C'est-à-dire, après les ganglions les plaques des Peyer, la toxine entre avec le germe dans le torrent sanguin et remonte, c'est-à-dire, il passe par tous les vaisseaux qui viennent de l'intestin vers le foie. Alors, arrivé au niveau du foie, bien sûr, par la veine porte, au niveau du foie, le germe entre aussi dans le foie, il passe par la vésicule biliaire où il aura à se multiplier. Après s'être multiplié, il sera relargué dans la circulation sanguine, bien sûr en passant par le cœur, et puis le germe sera en grande quantité dans tout l'organisme. Dans tout l'organisme, partout où il y a circulation de sang. En ce moment-là, le germe se situe dans le sang. Maintenant, pour dire les signes cliniques, déjà quand le germe, Maintenant, quand le germe est dans l'intestin, quels signes cliniques nous pouvons avoir? Les intestins, c'est dans le ventre. Excusez-moi, je dis le ventre, mais c'est dans l'abdomen. Oui, docteur, vous ne donnez même pas les signes cliniques, mais quels sont les signes où on peut détecter facilement que telle personne est malade, a plutôt la fièvre typhoïde? Oui, évidemment, nous sommes au niveau de l'intestin et premièrement, la personne aura des douleurs abdominales. Parce que nous sommes au niveau de l'intestin. Là, ce n'est pas de signes cliniques. Bien sûr, nous sommes déjà dans les signes cliniques quand nous parlons des douleurs abdominales. Ces douleurs abdominales-là peuvent aussi conduire dans des nausées et peut-être vomissements parce que la personne, son intestin ne fonctionne plus normalement. Et nous pouvons ça commence à rejeter les aliments. Non seulement rejeter les aliments, mais c'est plus, il aura plus mal au niveau de l'abdomen, des douleurs qui sont plus localisées au niveau de la fosse iliaque droite, c'est une région anatomique. La personne peut avoir la diarrhée ou des constipations, voire même des alternances. C'est quoi les alternances? Les alternances, c'est-à-dire diarrhée, constipation, c'est ça les alternances. Alors, comme le germe, ça c'est au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Comme le germe se situe dans le sang, ce germe dans le sang va monter jusqu'au niveau du cerveau, va perturber le ventre qui régule la température du corps humain. Ainsi donc, la personne aura des fièvres. Donc, à part des douleurs abdominales, des signes digestifs comme nausées, vomissements,
diarrhée, constipation, la personne aura des fièvres. Et au niveau de la tête, à part la fièvre, nous aurons aussi des céphalées. Donc, pour dire un peu, en gros, les signes cliniques qu'une personne peut avoir et qui peuvent nous orienter pour nous dire que telle personne fait la fièvre typhoïde, nous avons la fièvre, nous avons des céphalées, c'est-à-dire maux de tête, et des douleurs abdominales avec des signes digestifs. Mais pas n'importe quelle fièvre. Il s'agit bel et bien d'une fièvre. De fortes fièvres? Oui, mais je voudrais plus dire par rapport à la courbe de la température, ce sont des fièvres en plateau. C'est-à-dire? La fièvre en plateau, c'est-à-dire, prenons, je vous donne un peu une illustration. Oui. Imaginons, bien dessinons dans nos imaginations un plan avec un abscisse et l'ordonnée, la droite des abscisses et celle des ordonnées. Abscisse en bas, ordonnée verticale. Alors, sur la droite des abscisses, nous mettons le nombre de jours, c'est-à-dire jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, c'est-à-dire le temps. Et sur l'ordonnée, nous mettons la température. Alors, s'il faudrait maintenant voir le profil de la fièvre, nous verrons que par jour, il y a d'abord fièvre, c'est-à-dire la température au-delà de 37,2 le matin ou 37,5 le soir. Il y aura d'abord fièvre et cette fièvre-là aura à augmenter légèrement en fonction des jours. Donc nous verrons comme quelqu'un qui pourrait tracer une ligne horizontale mais légèrement inclinée de gauche à droite, de bas en haut. Et il y aura des faibles modifications, des faibles élévations de la température d'au moins 1 degré, ou bien de maximum 1 degré par jour. Mais quand nous disons fièvre en plateau, c'est une fièvre qui prend au moins 2 jours, mais avec des températures pas très élevées, comme vous l'avez dit. Oui. Comme vous l'avez dit, ce sont des températures qui varient de 38 à 39, 38,5, 39, 39,5, et c'est toujours ces températures-là. On peut aussi atteindre une fièvre de 40 degrés. Mais quand nous faisons le profil de la fièvre, de la température, pardon, nous aurons une fièvre, comme je viens de le dire, la fièvre en plateau. Mes chers téléspectateurs, nous continuons avec notre sujet intéressant, celui de la fièvre typhoïde. C'est avec le docteur Patrick Mogo qui nous explique, qui nous démontre, il nous donne des conséquences, il nous explique beaucoup plus sur ce que nous n'avons pas connu sur la fièvre typhoïde. Oui, docteur, quels sont les examens appropriés pour détecter la fièvre typhoïde? Les examens cliniques, bien sûr. Oui, les examens, je pense que vous aurez peut-être dû dire les examens paracliniques, parce que la clinique, c'est ce que nous venons de dire, c'est-à-dire une personne peut venir se plaindre avec fièvre ou douleur abdominale ou céphalée ou diarrhée, vomissement, constipation. Ça déjà, à partir des éléments que nous avons cités cliniquement. Là, ce sont les examens cliniques. Donc ce sont les signes cliniques, voilà, si je peux dire. Alors à partir de ces signes-là, nous aurons à faire les examens paracliniques. Paracliniques, c'est-à-dire nous allons faire le laboratoire, nous irons au laboratoire, nous allons prélever les échantillons du malade pour faire le laboratoire et tout ça. Alors dans les examens paracliniques, nous avons premièrement les éléments, bien les examens d'orientation. Et deuxièmement, nous aurons des examens de confirmation. Quand nous disons examen d'orientation, là-bas nous faisons premièrement le bilan inflammatoire. C'est-à-dire nous allons voir dans le corps humain de la personne, c'est-à-dire dans le sang de la personne, s'il y a des éléments inflammatoires. Parmi les éléments inflammatoires, nous regardons les globules blancs. Les globules blancs auront à modifier. Les globules blancs seront soit peu nombreux, soit normaux, soit très élevés. À part les globules blancs, nous allons voir aussi s'il y a modification ou bien présence des protéines inflammatoires. Par exemple, le fibrinogène. À part ça, nous allons voir aussi la vitesse de sédimentation. La vitesse de sédimentation aussi est l'un des éléments qui permet de nous dire, des éléments qui permettent de nous dire vraiment que ici, dans le sang de la personne que nous avons prélevé, il y a un processus inflammatoire. Ça, c'est premièrement le bilan inflammatoire comme examen d'orientation. Toujours dans l'examen d'orientation, à part le bilan inflammatoire, nous allons faire aussi la sérologie. C'est quoi la sérologie? Bien sûr, ce n'est pas la sérologie à VIH. La sérologie n'est rien d'autre que... les examens de la sérologie ne sont que les examens qui nous permettent de rechercher les anticorps dans le corps du malade. Les anticorps anti le germe qui a causé la maladie.
Alors, pour le cas d'espèce, pour la fièvre typhoïde, la sérologie que nous faisons, c'est la sérologie avec les réactifs de Widal-Félix. Avec cette sérologie-là, nous arriverons à voir, bien sûr, après des préparatifs dans le sang de la personne, bien dans l'échantillon du sang de la personne supposée malade, nous verrons bel et bien la présence des antigènes et des anticorps dans le sang de la personne. Et ces anticorps-là, ce sont des anticorps anti-salmonella qui nous orientent toujours que dans le sang de la personne, ou bien la personne, le malade, le patient, a été vraiment en contact avec le salmonella qui est le microbe de la fièvre typhoïde. Ça, c'est par rapport au diagnostic d'orientation. Et nous avons aussi le diagnostic de confirmation. Le diagnostic de confirmation, comme je l'ai dit, nous permet de confirmer effectivement chez le patient qu'il y a la présence des germes qu'on appelle le salmonella. Alors, ces examens de confirmation consistent en quoi? C'est bel et bien, ça se résume dans la culture. La culture, nous allons faire la culture de quoi? La culture du sang, parce que le germe se trouve dans le sang. Nous allons faire la culture des matières fécales, parce que le germe se trouve dans les matières fécales. Rappelez-vous de l'exemple que j'avais donné. Oui. Nous allons faire aussi la culture des urines, parce que le germe passe aussi par les urines. Nous allons faire aussi la culture du liquide qui est contenu dans la vésicule biliaire, parce que quand j'expliquais comment le germe entre, un peu la physiopathologie, comment le germe circule dans le corps, là où il se multiplie, c'est dans la vésicule biliaire. Alors nous allons prélever aussi le liquide qui se trouve dans la vésicule biliaire, que nous allons envoyer en culture, et ce sont tous ces milieux-là, c'est-à-dire le sang, les matières fécales, les urines, la bile, tous ces liquides-là que nous allons ensemencer. Et après, je vous dis que la culture prend du temps, au moins 2 semaines. Et c'est dans ces milieux-là que nous verrons effectivement le germe qu'est le salmonella. Oui, docteur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est le mode de traitement le mode de traitement d'un patient qui souffre plutôt de la fièvre typhoïde? Oui, c'est une bonne question, mais je voulais parler du traitement sous 2 aspects ou sous 2 volets, le volet préventif et le volet curatif. Par rapport au volet curatif, là, je demanderai au patient, une personne qui présente tous ces signes-là, d'aller directement consulter un médecin qui aura à bien le prendre en charge. Et pour se prévenir contre la fièvre typhoïde? Oui. Alors, pour la prévention, je voulais dire d'abord un mot, avant d'entrer dans le vif du sujet sur la prévention. Nous avons dit au début que la fièvre typhoïde fait partie des maladies des mains sales. Évidemment. Alors la conclusion découle de soi. Il faut éviter la saleté. Évidemment. Nous devrons éviter la saleté en pratiquant une bonne hygiène individuelle par rapport à l'alimentation et une bonne hygiène communautaire par rapport à notre milieu. Par rapport à l'environnement. À l'environnement, bien sûr. Nous devons assainir notre environnement. C'est-à-dire, je reviens d'abord à l'hygiène individuelle, c'est-à-dire une personne qui vient de toucher ou bien qui se sent en contact avec les germes doit se laver les mains. C'est-à-dire, avant de manger, avant de prendre un repas, n'importe quel repas qui passe par les mains, nous devons nous laver les mains. Après avoir été dans le lieu d'aisance, nous devons nous laver les mains. Et après avoir salué une multitude de personnes, nous devons nous laver les mains parce qu'il se pourrait que nous ayons été en contact avec quelqu'un qui aurait pu être en contact avec le germe. Alors, à part ça c'est l'hygiène individuelle, c'est-à-dire l'alimentation. L'hygiène communautaire, nous devons assainir notre milieu et aussi voir ce que nous mangeons. Parce que je vous signale que nous, les Quinois, nous sommes plus habitués avec du maléoa. Le maléoa. Oui, alors je voudrais dire que le maléoa, c'est pas mal, mais il faut savoir quel maléoa. Quel maléoa, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des moyens pour entrer dans le restaurant. À part ça, non seulement assainir le milieu, éviter le contact entre les aliments et les vecteurs, mouches. Évidemment, les mouches et les cancrelats. Parce que les mouches et les cancrelats constituent les vecteurs de germes qui est le salmonella vers l'homme qui est l'hôte. Alors, en évitant tout ça, ou bien en assainissant notre milieu, en améliorant la qualité de vie
de la population, bon, pas de la population, mais individuellement d'abord, nous aurons à nous prévenir de la fièvre typhoïde, qui est une maladie des mains sales. Et je vous signale que dans des pays développés, c'est une maladie qui a déjà été éradiquée. Qui n'existe plus. Oui, qui n'existe plus, ou qui existe, mais dans des faibles proportions. Docteur, vous avez un petit mot à placer, un mot de la fin? Oui, par rapport à la fièvre typhoïde, je vais demander à la population de faire attention vraiment par rapport à tout ce qu'ils mangent, par rapport à leur milieu, parce que la santé n'a pas de prix. Parce que nous disons aussi qu'une personne qui est en bonne santé, c'est quelqu'un de très actif dans la société et il va contribuer pour le développement de notre pays. Et comme notre pays fait partie des pays en développement, nous avons besoin des personnes qui sont sanitairement bonnes, je voulais dire plutôt qui sont en bonne santé, pour que chacun apporte sa pierre pour la construction de notre beau et cher pays qu'est la RDC. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Question de santé. Nous savons que nous sommes là pour vous. Donc le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir à la même chaîne. Merci.